5 jours de silence. C'est le temps qu'il lui a fallu avant de craquer et de me demander si j'allais m'excuser. J'étais dans la chambre, mon sac de sport ouvert sur le lit, en train de le préparer pour après le boulot. Un short, une bouteille d'eau, un t-shirt propre, sans penser à elle, ni au silence, ni à rien de tout ça. Juste en train de faire mon sac. Elle s'est présentée à l'entrée de la chambre en pyjama et a lâché ça comme si elle venait réclamer une dette. « Tu ne vas pas me demander pardon ?» Je l'ai regardée comme on regarde quelque chose qu'on essaie honnêtement de comprendre. Pourquoi faire? Ça fait des mois que je n'ai pas été aussi heureux. Je me suis remis à mes affaires. Je n'ai pas dit ça pour la blesser. Je l'ai dit parce que c'était vrai, parce qu'elle avait posé une question et parce que j'avais passé 6 ans à donner des réponses mensongères juste pour éviter les vagues. Celle-ci est sortie différemment. Elle se tenait là, s'attendant à trouver un homme épuisé et repentant, prêt à s'excuser pour retrouver ses bonnes grâces. À la place, elle a trouvé un homme préparant son sac de sport qui allait sincèrement bien. L'expression sur son visage est passée par 4 émotions en 3 secondes, l'attente, la confusion, la lutte pour reprendre pied, puis quelque chose sous tout cela, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui ressemblait beaucoup à de la peur. Pas peur de moi, mais du fait que ce sur quoi elle avait toujours compté ne fonctionnait plus. Elle a quitté le chambranle de la porte sans un mot. Je l'ai entendue dans la cuisine. J'ai fermé la fermeture éclair du sac et je suis parti travailler. C'était le moment décisif. Mais pour comprendre pourquoi cela signifiait ce que cela signifiait, il faut remonter au mardi soir où tout a commencé. Une cuisine dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, et une phrase que toute personne raisonnable aurait dite dans n'importe quelle relation saine sans y réfléchir à 2 fois. Léa et moi étions ensemble depuis 6 ans quand tout s'est effondré. Nous nous étions rencontrés lors d'une fête dans un jardin à Écully, des amis communs, une nuit douce, de la musique flottant par-dessus la clôture. Elle était vive, pleine d'esprit, et elle avait une façon de trancher dans les banalités que j'ai aimé immédiatement. Elle avait dit quelque chose ce soir-là, puis avait ri de sa propre blague avant même que je puisse réagir, sincèrement surprise par elle-même. Je me souviens avoir pensé que c'était un bon signe. Les gens qui arrivent à se surprendre eux-mêmes sont généralement intéressants. Nous nous sommes installés ensemble après 2 ans. Un appartement de caractère à la Croix-Rousse, près de la place Grosselet, avec un petit balcon filant et une vue sur les toits à travers un vieux tilleul. Je travaille comme chef de chantier opérationnel pour une entreprise de génie climatique et de maintenance industrielle, gérant des équipes sur divers sites autour de Lyon. Entre 8 et 12 techniciens, des hôpitaux, des immeubles de bureaux, des entrepôts. 5h30 la plupart des matins, parfois le samedi, et quand un système tombe en panne, mon téléphone sonne et j'y vais. À 21h, je suis épuisé d'une manière physique et totale. Léa travaillait comme coordinatrice événementielle au centre de congrès de la Cité internationale. Son rythme était l'opposé du mien. Des matinées tardives, des soirées de gala qui duraient passer minuit. Elle rentrait à la maison surexcitée alors que j'étais en train de décrocher, et ce décalage était devenu une friction croissante depuis environ 18 mois. Nous n'étions pas malheureux. Il y avait de bonnes périodes. Mais il y avait un schéma que j'appelais son style de communication depuis des années, alors que j'aurais dû l'appeler tout autrement. 3 fois en 6 ans, elle m'avait imposé le silence. 1 jour, puis 3 jours, puis 4. À chaque fois, je m'excusais, non pas parce que j'étais certain d'avoir mal agi, mais parce que le silence devenait insupportable et que s'excuser y mettait fin. J'avais classé ces épisodes comme des passages à vide. Je n'avais pas encore compris qu'on m'éduquait. Le mardi où tout a commencé était un mardi normal. J'étais sur un chantier à Villeurbanne depuis 6h du matin et je suis rentré vers 20h, fatigué de cette fatigue fonctionnelle de celui qui a été debout pendant 14 heures. Je me suis fait un sandwich tardif dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, en consultant mon téléphone. Léa est rentrée à 20h45, encore dans cet état d'après-événement que je connaissais bien, une énergie vive et agitée, l'adrénaline de 6 heures passées à gérer un gala d'entreprise circulant encore en elle. Elle est entrée dans la cuisine et s'est mise à parler, et j'ai écouté. Un problème de fleuriste, les exigences alimentaires d'un conférencier, un souci d'audiovisuel qu'elle avait réglé. J'ai hoché la tête. J'ai posé une question pour approfondir. J'étais présent. Après environ 10 minutes, j'ai dit, « je dois être sur le chantier à 6h demain. Je vais bientôt me coucher. Tu voulais manger quelque chose avant que je range tout, ou ça va?
C'était tout. C'était la phrase entière. Son visage a changé, pas tout de suite vers la colère, mais vers quelque chose qui couve sous la colère. Un affront. Comme si j'avais commis une violation si évidente qu'elle méritait à peine une explication. Ah, donc c'est fini pour toi? Je viens juste de rentrer. Je sais. Je suis content que tu sois là. C'est juste que je dois être debout à 5 heures. C'est ça, parce que ton emploi du temps est le seul qui compte. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas levé la voix. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce qui a suivi fut un monologue. J'étais distant depuis des mois. Je n'étais jamais présent quand elle avait besoin de moi. Mon travail était toujours l'excuse. Quand elle a fini, j'ai dit, je t'entends. Je ne pense pas que ce soit exact, mais je ne vais pas me disputer à 21h avant un réveil à 5 heures. On peut en parler demain. Elle a ramassé ses clés et son sac. Sa voix est devenue plate. Ne te donne pas cette peine. Elle est allée dans la chambre et a fermé la porte, pas un claquement, mais une fermeture délibérément silencieuse qui était d'une certaine manière pire qu'un fracas. Une porte fermée comme un verdict. J'ai fini mon sandwich, j'ai pris un oreiller et une couverture dans le placard du couloir, et je me suis installé sur le canapé. J'ai choisi le canapé. Je ne voulais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui venait de fermer la porte à une conversation que j'essayais d'avoir raisonnablement, et je ne voulais pas simuler la détresse en frappant à la porte. Je dormais 10 minutes plus tard. Premier jour. Debout à 5h15, sa porte toujours fermée. J'ai fait du café, j'ai versé une deuxième tasse par réflexe, je me suis arrêté, je l'ai regardée, je l'ai mise de côté, je n'ai pris que la mienne et je suis parti pour Villeurbanne. À 11h, je lui ai envoyé un SMS. J'espère que la matinée s'est bien passée. Je suis là ce soir si tu veux discuter. 3 heures plus tard, rien. Je suis rentré pour la trouver sur le canapé, téléphone à la main. Elle a enregistré mon arrivée de la même manière qu'on enregistre un bruit de fond. Un vague regard dans ma direction, rien qui n'aboutisse à une reconnaissance de ma présence. J'ai dit bonsoir. Elle n'a rien dit. J'ai préparé le dîner pour moi seul, pas pour la punir. En préparer plus et le laisser sur le comptoir, c'est ce que j'aurais fait avant, une offrande, une preuve de contrition. C'était l'ancien scénario. Je ne le suivais plus. Deuxième jour. J'ai tenté l'approche raisonnable. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé l'autre soir, mais j'aimerais comprendre. Elle a versé son café, et passé devant moi pour aller au salon. J'ai fini mon petit déjeuner et j'ai remarqué quelque chose. Je n'étais pas particulièrement bouleversé. Je m'attendais à me sentir plus mal, comme si je m'étais préparé à une douleur qui ne se manifestait pas. Troisième jour. J'ai laissé un post-it sur la machine à café. Café de la trêve. Pas d'ordre du jour, juste du café. Je suis rentré ce soir-là. Le post-it était à la poubelle. À sa place, il y en avait un tout neuf, vierge, collé exactement au même endroit. J'ai pris la note vierge, je l'ai tenue, je l'ai reposée, et là, seul dans la cuisine, j'ai presque souri. Pas contre elle, pas cruellement, juste devant la logistique de la chose. Une femme adulte était allée chercher un post-it propre dans un tiroir et l'avait laissé vide en guise de réponse formelle. L'engagement que cela demandait. Quelque chose a basculé à ce moment-là. Ce fut la dernière nuit que j'ai passée à attendre anxieusement que le silence s'arrête. À partir de ce soir-là, je me suis contenté de l'observer. Quatrième jour. Elle est rentrée tard. J'étais déjà dans la chambre en train de lire. Elle a fait un tour lent du salon. Des objets ont été légèrement déplacés, des surfaces réorganisées. L'eau a coulé dans la cuisine pendant un temps inhabituellement long. La télévision s'est allumée à un volume modéré. J'ai tourné une page. La télévision s'est éteinte. Elle est venue à l'entrée de la chambre. Je sentais sa présence, mais j'ai continué à lire. 30 secondes. Puis elle est partie. J'ai éteint la lampe et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis 6 mois. Cinquième jour. Sac de sport sur le lit. Short, bouteille d'eau, t-shirt propre. Je me demandais si j'avais besoin de racheter des filtres à café. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, toujours en pyjama. L'expression sur son visage était préparée,
comme si elle avait répété cela, comme si elle avait décidé pendant la nuit que 5 jours était le bon chiffre. « Tu ne vas pas me demander pardon ?» Elle avait posé une question et j'y avais répondu. « Pourquoi faire ? Ça fait des mois que je n'ai pas été aussi heureux. » Je me suis remis à mon sac. Le silence qui a suivi n'était pas le même silence que celui dans lequel nous vivions. Ce silence-là avait été le sien, une arme qu'elle maniait, une pression qu'elle accumulait, quelque chose qu'elle contrôlait. Ce nouveau silence, ce n'est pas elle qui l'avait créé. Il était apparu dans l'espace où mes excuses étaient censées se trouver, et elle ne savait pas quoi en faire. J'ai fermé le sac. En sortant, je l'ai regardée une fois, pas pour marquer un point, juste parce qu'elle était sur mon chemin. Son visage avait terminé sa séquence, attente, confusion, déroute. Et sous tout cela, la chose que j'ai remarquée et que je ne pouvais plus ignorer, elle avait l'air sincèrement effrayée. Pas de moi, mais du fait que le mécanisme n'avait pas fonctionné. Passe une bonne journée, j'ai dit. Je le pensais. Je suis parti. 6e jour. Le silence froid a laissé place à une mise en scène. Elle s'est préparé un dîner élaboré pour elle seule, de l'ail et quelque chose au four, l'odeur était délibérée, s'annonçant dans toute la maison. Elle ne m'en a pas proposé. Elle a dressé son assiette, s'est assise à la table de la cuisine, a mangé avec son téléphone posé contre son verre d'eau. J'ai commandé une pizza et je l'ai mangée à même la boîte sur la table basse, en regardant un documentaire sur l'histoire des chemins de fer en France. Quand elle est passée par le salon, je lui ai proposé une part. Elle a ignoré l'offre. J'ai pris une 3e part. Le documentaire était bon. Mon ami Thomas m'a envoyé un message vers 21h. Il avait vu quelque chose sur l'Instagram de Léa. Tout va bien ? Il m'a envoyé une capture d'écran. Une photo qu'elle avait prise d'un coucher de soleil depuis un rooftop, avec un texte par-dessus, « Parfois, il faut aimer quelqu'un assez pour le laisser ressentir le poids de ce qu'il a pris pour acquis. » J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé la fin du documentaire. 7e jour. Elle a commencé à laisser les portes des placards ouvertes, juste celles sur mon chemin. Je les fermais une par une en passant. Elle avait déplacé mon chargeur de téléphone. J'ai trouvé une autre prise. Ce soir-là, elle a enregistré un message vocal à un volume calculé pour être accidentellement audible. Des fragments de bonnettement je ne sais pas combien de temps encore flottant depuis le salon pendant que je me faisais un croque-monsieur. J'ai aussi remarqué qu'elle portait le parfum que je lui avais dit aimer autrefois. Je l'ai remarqué comme on remarque la météo. Un fait. Pas un signal. 8e jour. Samedi matin, sur le balcon avec un café. Le tilleul faisait ce que font les arbres en octobre, lâchant ses feuilles progressivement et sans drame. Et puis, parce que je suis un narrateur honnête, j'ai eu un moment de chagrin. Pas pour la situation actuelle. Pour quelqu'un d'autre. La femme de la fête à Écully qui avait ri de sa propre blague avant que je ne puisse réagir. Qui semblait surprise par elle-même. Cette femme-là avait été réelle, et elle m'a manqué brièvement, comme on regrette quelque chose qui est parti avant même qu'on sache que c'était en train de s'en aller. J'ai gardé ce sentiment quelques secondes. J'ai fini mon café. Je suis rentré. J'avais le droit de pleurer ce qui avait été bon. Je n'avais pas l'obligation d'utiliser ce chagrin comme un argument pour endurer ce que c'était devenu. 9e jour. Sophie a appelé. La sœur aînée de Léa, appelant depuis Annecy avec le ton prudent de quelqu'un à qui on a donné un script à lire. Je sais que ce n'est pas ma place, mais Léa a vraiment du mal. Elle dit que les choses sont devenues difficiles entre vous. Elle m'a relayé la version de Léa, la distance émotionnelle de Paul, son indisponibilité, la nuit de l'incident comme point de rupture d'un schéma de plusieurs mois. J'ai tout écouté. Voici ce qui s'est réellement passé, j'ai dit. Le chantier de Villeurbanne. L'avertissement de 21h. L'offre de discuter le lendemain. 3 phrases. Sophie a gardé le silence. C'est tout ? C'est tout. Une autre pause. Je suis sûr qu'elle est juste en train de digérer. Elle a besoin de temps. Je lui ai donné 9 jours et j'ai essayé de lui parler 2 fois. De combien de temps a-t-elle besoin ? Elle n'avait pas de réponse. Elle a dit qu'elle parlerait à Léa. Je l'ai remerciée et je n'ai pas attendu que quoi que ce soit change. 10e jour. Elle est passée à la vitesse supérieure.
Elle a nettoyé le salon à 23 heures. Bruyamment. L'aspirateur passant devant la chambre plusieurs fois. Elle a déplacé mes affaires sur le rebord de l'évier de la salle de bain. Et elle a débranché le réveil de ma table de nuit pour le mettre sur une étagère du placard. Je l'ai trouvé 2 minutes avant l'heure où il aurait dû sonner. Réveillé à mon heure habituelle. J'ai tendu le bras. Rien. Je l'ai déniché derrière mes chemises suspendues. Je l'ai rebranché. Cet après-midi-là, je me suis arrêté dans une papeterie et j'ai acheté un petit carnet. Couverture cartonnée. Quelques euros. Dans ma camionnette sur le parking, j'ai écrit la première entrée. La date, le réveil, le rebord de la salle de bain. Je ne savais pas encore à quoi cela me servirait. Je l'ai écrit quand même. Le même après-midi, ma collègue Isabelle est venue à mon bureau. 4 ans de travail ensemble, 2 accidents de chantier sérieux, un cycle budgétaire que personne d'autre ne voulait gérer. Elle avait cette façon particulière de poser des questions qui signifiaient qu'elle avait déjà rassemblé les faits. Ta compagne a appelé ici ce matin. J'ai posé ce sur quoi je travaillais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour ta santé mentale. Que tu te comportais de manière imprévisible à la maison et qu'elle pensait que tes collègues devaient être au courant. J'ai regardé Isabelle. Elle me fait la gueule depuis 9 jours parce que j'ai dit que je devais me lever à 5 heures du matin. Isabelle m'a fixé. Je lui ai dit que nous ne prenions pas d'appel personnel concernant la situation familiale des employés. Merci. Note tout ça, Paul. C'est déjà fait. 11e jour. Marc et moi étions sur un chantier à Villeurbanne. Le même. Celui où je me rendais le mardi matin où tout a commencé. Je lui ai raconté l'histoire pendant une inspection. Quand j'ai fini, il a dit, elle t'a demandé si tu allais t'excuser. Première chose qu'elle m'a dite en 5 jours. Et tu as dit? Que j'étais plutôt heureux, en fait. Marc s'est arrêté de marcher. Il m'a regardé. Je veux que tu saches, a-t-il dit, que c'est soit la chose la plus évoluée que j'ai jamais entendue de la part d'un homme, soit la plus solitaire. Peut-être les deux, j'ai dit. Ouais, peut-être les deux. N. Nous avons continué à marcher. 12e jour. La mère de Léa, Catherine, a appelé depuis Roanne. Elle avait cette compétence particulière des gens qui ont passé leur vie à gérer des dynamiques familiales difficiles, appliquant une pression tout en paraissant n'offrir que de la chaleur. 10 minutes de conversation ordinaire. Puis, je comprends que vous traversez une semaine difficile tous les deux. Elle me punit par le silence depuis 12 jours, j'ai dit. Léa a tendance à se murer dans le silence quand elle se sent rejetée. C'est sa façon de gérer. J'ai dit que je devais me lever à 5 heures pour un chantier et j'ai demandé si elle voulait dîner avant que je nettoie la cuisine. Une pause plus longue. Puis Catherine a dit, tu sais, je faisais la même chose avec son père. Quand les choses devenaient trop bruyantes, je me taisais jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Il finissait toujours par le faire. Elle a dit ça sans aucune conscience apparente de ce qu'elle venait de me livrer. Pas comme une confession. Comme un réconfort. C'est comme ça que ça marche dans notre famille. J'ai écrit ça dans le carnet. Pas pour m'en servir de munition. Mais parce que c'était la première confirmation venant de l'intérieur de la famille de Léa que le silence n'était pas une réaction à cette situation particulière. C'était un mécanisme. Il avait déjà été utilisé sur d'autres personnes dans ce foyer. Ça avait toujours fonctionné. Jours 13 et 14. Son groupe d'amis est entré dans la danse. 2 d'entre eux m'ont envoyé des SMS. Le premier portait la marque indélébile de Léa, ses formulations, son rythme particulier. Le second venait de Julie, qui avait toujours semblé observer les choses par elle-même plutôt que de refléter le consensus du groupe. Je vous connais tous les deux depuis longtemps. Quoi qu'il se soit passé, j'espère que vous pourrez arranger ça. Je n'ai répondu qu'à Julie. Je sais qu'elle ne va pas bien. C'est la conséquence de ses choix, pas des miens. 15e jour. J'ai commencé à regarder des appartements meublés dans le quartier de la préfecture. Je ne complotais pas. Je cherchais parce que j'avais passé 15 jours dans une maison avec une personne qui avait décidé de rendre l'air irrespirable. Si elle voulait avoir une vraie conversation, je l'aurais. Mais je n'allais pas continuer à vivre indéfiniment dans la mise en scène du grief de quelqu'un d'autre. J'en ai trouvé un qui me plaisait.
Un deuxième étage près des berges du Rhône. Petit, bien exposé, une cuisinière à gaz. 16e jour. Sophie a rappelé. Sa voix était différente. Moins scénarisée, plus fatiguée. J'ai parlé à Léa. Elle dit que les choses ont dégénéré. Elle a contacté mon lieu de travail. Elle a dit à ma supérieure que j'étais instable mentalement. Silence. Je ne savais pas ça. Une pause. Puis, elle a fait quelque chose comme ça à sa colocataire à la fac en 2014. La fille était sa meilleure amie depuis 2 ans. Léa a décidé qu'elle lui avait manqué de respect pour un détail, elle a arrêté de lui parler pendant un mois, puis elle a commencé à dire à leurs amis communs que la fille lui avait volé des trucs. Est-ce qu'elle lui avait volé quelque chose? Non. Léa avait juste besoin d'une histoire. Elle avait besoin d'une raison qui transforme son silence en quelque chose que l'autre méritait. La fille a changé de fac au semestre suivant. J'ai écrit ça dans le carnet. Chaque détail écrit en entier. Pourquoi tu me dis ça maintenant? J'ai demandé. Parce qu'elle a appelé mon bureau aussi, a dit Sophie. Jours 17 et 18. J'avais instauré une routine le samedi matin dans un café du Vieux-Lyon. Une table près de la fenêtre, un café allongé, un livre. Au jour 17, Léa est entrée à 9h15. Elle a commandé un thé matcha glacé. Léa n'aime pas le matcha. Elle a trouvé une table en diagonale de la mienne. Assez proche pour être visible. Assez loin pour pouvoir n'y avoir fait l'exprès. Elle a regardé son téléphone. Regardé la fenêtre. M'a regardé avec une expression conçue pour communiquer une dévastation totale. J'ai tourné une page. Elle a ajusté ses cheveux. Elle a changé de position. Elle a lâché un soupir qui était construit plutôt qu'échappé. J'ai lu 2 pages de plus. Le livre était bon. Après 40 minutes, elle a ramassé son matcha intact et s'est dirigée vers la sortie, ralentissant en passant devant ma table. Je n'ai pas levé les yeux. Elle est partie. J'ai commandé un deuxième café. Le serveur en remplissant ma tasse a fait un signe vers la porte. C'était ta copine? Mon ex, j'ai dit. Première fois que j'utilisais le mot. Il convenait parfaitement. Jour 19 à 21. J'ai signé le bail de l'appartement près de la préfecture et j'ai déménagé mes affaires sur 3 soirs pendant que Léa était à la Cité internationale pour des événements nocturnes. Mes vêtements, mes outils, la montre de mon grand-père dans le tiroir de la table de nuit, mes livres. La machine à café que j'avais achetée avant qu'on s'installe ensemble. La facture était dans mes dossiers. J'ai été scrupuleux sur ce que je prenais. Tout ce que nous avions acheté ensemble, je l'ai laissé. Le canapé, la table, la télévision, le lit. Je ne voulais pas qu'il y ait de contestation plus tard. Le 3e soir, je me suis tenu dans la chambre vide et je l'ai regardé 1 minute. L'empreinte dans le tapis là où se trouvait ma table de nuit. 6 ans laisse une trace physique dans un espace. J'ai pris mon dernier sac. J'ai éteint la lumière. Jour 21. Thomas a appelé. Je veux te demander directement. Léa m'a contacté. Elle dit que tu fais une sorte de dépression. Que tu agissais de manière erratique avant de partir. Est-ce que c'est vrai? Non. D'accord. Je m'en doutais. Je lui ai dit que je n'avais rien vu de tel. Quelle raison a-t-elle donné pour notre rupture? Que tu étais distant et méprisant depuis des mois et que ça a fini par exploser. Elle m'a fait le coup du silence pendant 3 semaines parce que j'ai dit que j'avais besoin de me reposer avant un réveil à 5 heures. Depuis, elle a contacté mon boulot 2 fois pour dire que j'étais instable. J'ai déménagé il y a 3 jours. Je n'ai juste pas encore laissé de mots. Un long silence. Tu me le dis à moi avant de lui dire à elle? C'est toi qui as appelé le premier, j'ai dit. Jour 22. Je suis allé à l'appartement le matin pendant que Léa était au travail. J'ai fait un dernier tour. Il ne restait rien de moi. J'ai posé une simple fiche Bristol sur le comptoir de la cuisine. À l'endroit précis où elle se tenait ce mardi soir-là quand elle avait pris ses clés et son sac en disant « Ne te donne pas cette peine ». Le comptoir de la cuisine où tout avait commencé. La carte disait « J'ai pris ce qui est à moi. J'ai laissé ce qui est à toi. Bonne chance. » J'ai verrouillé la porte de l'intérieur,
laissé la clé sur le comptoir à côté de l'affiche, et j'ai tiré la porte derrière moi. J'ai conduit vers mon nouvel appartement sans regarder dans le rétroviseur. Les appels ont commencé à 18h30 ce soir-là. J'étais en train de déballer un carton quand le premier est arrivé. J'ai regardé l'écran. Je n'ai pas répondu. À 22h, elle avait appelé 23 fois. J'ai sauvegardé chaque message vocal. Il passait par différentes phases, comme des fronts météo. Les 5 premiers étaient contrôlés. Où es-tu? Rappelle-moi. Puis plus fort, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Puis celui qui m'a montré comment elle avait pensé tout au long, c'est moi qui essayais d'arranger les choses en nous donnant de l'espace. J'ai écrit cette phrase dans le carnet. Elle avait renommé le traitement par le silence et l'avait classé sous un autre mot. Aux appels 18 à 22, c'était une colère procédurale, celle qui tourne aux vapeurs de principe. Le 23e était un silence. Puis, très bien. Je me suis assis dans le fauteuil club que j'avais trouvé dans une brocante à Bellecour et j'ai fini de déballer mon carton. Puis je suis allé me coucher. La rencontre fortuite a eu lieu 4 jours plus tard. Je revenais à ma camionnette après avoir déposé des documents près de l'hôtel de ville quand j'ai entendu une porte de service s'ouvrir. Je me suis retourné, pas parce que j'attendais quoi que ce soit, et elle était là. À 6 mètres de moi, en tenue de travail, son badge encore épinglé à sa veste. Première fois que je la voyais depuis le mot laissé sur le comptoir. J'ai continué à marcher, pas pour la fuir, mais vers ma camionnette, ce qui m'obligeait à passer devant elle. Mon pas n'a pas changé. Quand je suis arrivé à sa hauteur, j'ai dit « Salut ». Elle a dit « Il faut qu'on parle ». Tu sais où se trouve le cabinet de mon avocat. J'ai continué à marcher. Elle a crié derrière moi « Tu fais vraiment ça ?» Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans la camionnette et je suis parti. 5e semaine. Le propriétaire de l'immeuble a appelé. Une plainte pour tapage nocturne avait été déposée contre l'immeuble, décrite comme venant de la partenaire d'un résident signalant des violences domestiques. Contre quel appartement ont-ils déposé plainte? J'ai demandé. L'appartement numéro 4. Je suis au numéro 9. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Elle s'est trompée de numéro d'appartement. J'ai dit à la société de gestion qu'il n'y avait aucun trouble. J'ai digéré ça. Elle avait essayé de me trouver et n'y était pas parvenue. L'erreur de numéro n'était pas de la négligence. C'était la limite de ce qu'elle avait pu apprendre. 2 jours après l'appel du propriétaire, Isabelle m'a envoyé un SMS. Léa avait contacté le standard du siège de l'entreprise en disant à celui qui avait répondu que j'avais emporté du matériel de la société en partant. Isabelle avait réglé ça avant que ça n'atteigne quelqu'un d'important. C'est le 2e appel, a-t-elle écrit. Tu as besoin d'un avocat. Je mettrai les 2 signalements par écrit si tu en as besoin. Je lui ai dit que j'acceptais. Elle a envoyé la déclaration sur papier à en-tête de l'entreprise le lendemain matin. J'ai rappelé le propriétaire et lui ai demandé s'il pouvait mettre son récit par écrit. Il a dit qu'il gardait des traces de chaque plainte déposée contre ses propriétés et qu'il avait déjà rédigé quelque chose. Il l'a envoyé par mail l'après-midi même. Ensuite, j'ai appelé Maître Morel. Maître Morel avait un petit cabinet rue de la République, la cinquantaine, méthodique, avec ce dont des avocats qui sont bons dans leur travail, trouver la structure porteuse d'une situation sans se laisser distraire par l'architecture superficielle. J'ai posé le carnet sur son bureau. Il l'a parcouru en silence. Quand il a fini, elle a fait de fausses représentations à votre employeur 2 fois. Elle a déposé une plainte pour harcèlement en utilisant votre nom contre un appartement voisin avec une adresse incorrecte. Ce dernier point démontre l'intention parallèlement à l'absence de connaissances spécifiques. Les tribunaux réagissent à cette combinaison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le code pénal français couvre le harcèlement moral. Vous avez déménagé, vous êtes éligible. Demande d'ordonnance de protection, plus nous formalisons la séparation des biens et nous retirons votre nom du bail joint. Combien de temps? 2 semaines pour l'ordonnance. La signification par huissier a eu lieu un jeudi après-midi. J'étais sur le chantier de Villeurbanne, le même que celui où je me rendais ce fameux matin de 5 heures. Je faisais une inspection avec Marc quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Elle a été signifiée. J'ai rangé le téléphone et j'ai repris l'inspection.
Le soir venu, les appels avaient recommencé. 11 en 3 heures. J'ai laissé tout le monde tomber sur le répondeur. À 21 heures, un SMS est arrivé, tu m'as fait signifier ça à mon boulot devant mes collègues. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de me faire? L'huissier était allé à son travail parce que c'était l'adresse figurant sur les documents légaux, pas par cruauté choisie. Mais je comprenais ce qu'elle ressentait. Les apparences étaient tout pour elle, et un huissier entrant dans son espace professionnel avait fait s'écrouler un mur qu'elle entretenait soigneusement. J'ai gardé ça en tête un instant. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai préparé le dîner. Les appels ont cessé avant minuit. L'ordonnance de protection signifiait aucun contact direct. Et le truc avec l'absence légalement imposée, c'est que c'est enfin, véritablement, calme. Semaine 8 et 9, elle a joué sur les bords. Son Instagram est devenu un projet dédié, des photos douces, des légendes inspirantes sur le fait de se choisir soi-même et sur le fait que la guérison n'est pas linéaire. Thomas m'a envoyé une capture d'écran. J'ai répondu, ne m'envoie plus rien de tout ça. Elle a contacté Sophie avec un nouveau compte mettant en avant le mot évitant comme un diagnostic clinique pour un comportement qui, autrement, résistait à toute explication facile. Sophie m'a appelé pour me dire qu'elle l'avait reçu, pas pour me le transmettre. Elle est en train de réécrire l'histoire, a dit Sophie. Elle le fait jusqu'à ce que la nouvelle version lui semble vraie. À la fin, elle croit plus à la révision qu'à l'original. Est-ce qu'elle finit vraiment par y croire? Je pense que oui. C'est la chose la plus triste que tu m'aies dite. J'ai dit, Julie a appelé aussi. Elle dit aux gens que tu as eu une sorte de crise. Je veux que tu saches que je ne participe pas à ça. Une pause. Est-ce qu'elle s'est déjà vraiment excusée? Pourquoi que ce soit? Non, pas une seule fois. Julie est restée silencieuse. Je la connais depuis 11 ans. Je ne me souviens pas d'une seule fois où elle s'est excusée directement pour quoi que ce soit. Je crois que j'ai confondu la loyauté avec la complicité. 11e semaine. La médiation. Des néons froids, une longue table, une carafe d'eau que personne n'a touchée. Le genre d'espace conçu pour retirer toute texture à une conversation. Je suis arrivé avec Maître Morel et le dossier. 34 entrées documentées dans le carnet. 23 messages vocaux transcrits avec horodatage. La déclaration signée d'Isabelle sur papier à en tête de l'entreprise. Le récit du propriétaire sur la fausse plainte et l'erreur d'adresse. Capture d'écran des publications sur les réseaux sociaux. Un journal de chaque tentative de contact indirect. Léa est arrivée avec son avocate, Maître Vallet. Léa avait l'air fatiguée, de la fatigue de quelqu'un qui a maintenu une performance sur une longue période. Pas dramatique, juste vidée. En traversant le hall, elle a croisé mon regard. Pendant une seconde, je l'ai vue, pas la Léa des derniers mois. Celle de la fête à Écully qui avait été surprise par son propre rire. C'était physique, cette vision, et ça a coûté quelque chose. Pas assez pour changer quoi que ce soit, mais quelque chose. J'ai détourné les yeux le premier. Pas parce que ça faisait mal, parce que ça ne faisait pas vraiment mal, et cette absence de douleur était une information en soi. Le médiateur a introduit le processus. Il a demandé si l'une des parties voulait faire une déclaration d'ouverture. Léa a commencé. C'était préparé. Je pouvais le dire au rythme, à la cadence d'un langage répété. Cela couvrait la difficulté de communication, l'importance de travailler sur les défis plutôt que de les abandonner, son engagement à comprendre ce qui n'allait pas. Le discours d'une femme qui croyait, à cet instant, être la partie raisonnable. Quand elle a fini, le médiateur m'a regardé. Souhaitez-vous répondre? Pas particulièrement, j'ai dit. Je pense que la documentation parle d'elle-même. Maître Morel a fait glisser le dossier sur la table. Le médiateur a lu en silence pendant plusieurs minutes. Maître Vallet s'est penché et a lu à ses côtés. Léa a regardé le dossier comme on regarde quelque chose qu'on reconnaît mais qu'on ne s'attendait pas à voir. Tu as tout noté, a-t-elle dit. Oui. Le médiateur a posé le dossier. Son expression était passée de la neutralité professionnelle à quelque chose de plus attentif. Mademoiselle Waller, cette documentation décrit des contacts pris avec l'employeur de Monsieur Alderman à 2 occasions distinctes. Pouvez-vous expliquer ces contacts? L'avocate de Léa a fait un petit geste, pas vraiment un signal, plutôt un rappel.
Je m'inquiétais pour Paul. Il était parti soudainement. Il agissait différemment, et je pensais que les gens autour de lui devaient être au courant. Quels comportements spécifiques vous ont mené à le décrire à sa supérieure comme instable mentalement? Il était distant. Il ne communiquait pas. Selon le dossier, vous aviez initié une période de non-communication avec lui. Est-ce exact? Une pause. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé. Et pendant la période où vous ne communiquiez pas avec lui, vous avez simultanément contacté son lieu de travail pour exprimer votre inquiétude quant au fait qu'il ne communiquait pas? La question est restée suspendue dans la pièce. Maître Vallée regardait son bloc-notes. J'essayais de veiller sur lui, a dit Léa. Le médiateur a continué à travers le dossier. La plainte pour tapage, l'erreur d'adresse, la campagne sur les réseaux sociaux, les contacts indirects par des tiers. À chaque point, Léa avait une réponse. Et à chaque fois, la réponse avait la même qualité, c'était la réponse d'une personne pour qui le récit avait été révisé tant de fois que la révision semblait désormais être l'original. Puis le médiateur a posé son stylo et l'a regardé directement. Mademoiselle Waller, quel comportement de la part de Monsieur Alderman justifiait la période prolongée de non-communication qui a initié ces événements? Elle a compris le tranchant de la question. Elle a compris que toute réponse honnête allait se retrouver à côté des 34 entrées documentées dans ce dossier. Elle a compris que toute réponse honnête allait sonner exactement comme ce qu'elle était. J'avais besoin qu'il comprenne, a-t-elle dit, que son comportement avait des conséquences. La pièce était silencieuse. Son comportement, a répété le médiateur calmement. Quel comportement spécifiquement? Le silence s'était tiré. Maître Vallée fixait le milieu de la table. Il m'a dit, a dit Léa, qu'il avait besoin de dormir au lieu d'être présent avec moi quand je rentrais à la maison. Personne n'a bougé. Le médiateur a écrit quelque chose sur son bloc-notes sans lever les yeux. Je n'avais pas dit un mot depuis que j'avais proposé que la documentation parle d'elle-même. Je n'en ai pas dit un maintenant. J'ai regardé la carafe d'eau au centre de la table et j'ai pensé à rien en particulier. Et la pièce a fait ce que font les pièces quand la vérité fondamentale d'une situation a enfin été énoncée par la personne même qui aurait dû être la dernière à le faire. Les termes ont été acceptés au cours des 2 heures suivantes. Mon nom retiré du bail de la Croix-Rousse sous 30 jours. Les articles achetés en commun divisés selon une liste. La table de la cuisine, le canapé, la télévision, le lit, quelques lampes, une poêle en fonte qui s'est avérée être la mienne. Aucune réclamation financière entre nous. Un partage net du compte d'épargne joint. L'accord de non-contact prolongé jusqu'à la fin du bail et 30 jours au-delà. Maître Vallée, rassemblant ses papiers, a dit doucement à Morel, ce n'est pas une mauvaise personne. Morel a répondu, je sais. Ce n'est pas ce que dit l'ordonnance. Alors que nous sortions vers la porte, Léa a ralenti dans le hall. Son avocate avait quelques pas d'avance. Elle a dit, d'une voix qui ne jouait rien, je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je l'ai regardé. Je sais, j'ai dit. J'ai continué à marcher. Elle n'avait pas pensé que je partirais parce que personne n'était jamais parti auparavant. Pas sans s'être excusé d'abord. Pas sans avoir craqué sous le silence pour revenir ramper. Le mécanisme avait fonctionné toute sa vie. Dans sa famille, depuis bien avant elle. C'était une structure porteuse. Et puis un jour, un homme a levé les yeux de son sac de sport et a dit qu'il était plutôt heureux, en fait. Et toute l'architecture a découvert qu'elle reposait sur une supposition. Je ne me sentais pas supérieur à elle. Ce que je ressentais, en sortant sur les quais du Rhône dans la lumière fine de décembre, était quelque chose de plus calme et de plus durable. Je me sentais moi-même. Le moi qui avait été là tout le temps. Sous la gestion, l'ajustement et la navigation prudente des humeurs de quelqu'un d'autre. J'ai déjeuné dans une brasserie. Une banquette près de la fenêtre, un burger et des frites. Je suis resté assis 1 heure à regarder les gens passer et j'ai ressenti l'heure exactement aussi longue qu'elle l'était. 5e mois. L'appartement du quartier préfecture fin mars. Lyon fleurit vite et la lumière s'étire après 18 heures d'une manière qui vous surprend les premiers soirs. Je cuisinais sur la gazinière, des hauts de cuisse de poulet selon une recette que j'avais photographiée dans une salle d'attente. Ça marchait. L'odeur remplissait l'appartement et s'échappait par la fenêtre que je laissais ouverte d'1 centimètre sur la rue. L'appartement était petit.
Le fauteuil club de la brocante de Bellecour était un peu trop grand pour le coin où je l'avais mis, et j'avais décidé que j'aimais ça. Ce léger décalage. La façon dont ça rendait le coin réfléchi. Sur l'étagère au-dessus du passe-plat, je gardais 3 livres et une photo du mariage de mon frère. Lui en costume, moi avec ma cravate de travers, tous les deux riant de quelque chose que le photographe avait dit. Je la regardais parfois en cuisinant. J'avais une poêle en fonte que j'apprenais à entretenir correctement. Ces choses prennent du temps. Marc venait dîner 2 fois par mois. Nous nous asseyions sur les 2 tabourets de bar au passe-plat et parlions de boulot, de l'effondrement continu de son équipe de foot, du livre qu'il prétendait lire depuis février. C'était quelqu'un de bien avec qui manger. Il était attentif et ne meublait pas les silences juste pour les meubler. J'avais commencé à utiliser le palier du 2e étage devant mon appartement les matins de week-end. Le précédent locataire y avait laissé 2 chaises en métal. Je les avais gardées. Je buvais mon café dans l'une d'elles en regardant la rue en bas et le ciel de Lyon au-dessus. Et c'était, au sens strict du terme, suffisant. Pas une consolation. Pas un substitut. Juste suffisant. 8e mois. Nous mangions au passe-plat un jeudi quand Marc l'a mentionné. De cette façon désinvolte qu'il avait de lâcher une information qu'il gardait. J'ai vu Léa à l'anniversaire de Clara le week-end dernier. Elle était avec quelqu'un. Ça avait l'air récent. J'ai ouvert une autre bière. Elle avait l'air de quoi? Marc m'a observé. Ça n'a pas d'importance, a-t-il dit. Ouais. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Nous nous sommes remis à manger. Je ne rêvais pas d'elle. Je ne la retrouvais pas dans les temps morts. Ce que je retrouvais, occasionnellement, c'était la forme de 6 années. Pas les disputes ou le silence, mais la texture d'une vie ordinaire partagée. Le bruit des clés dans la serrure quand j'étais déjà à la maison. L'odeur de son café dans une cuisine qui sentait, dans ses premières années, nos 2 présences. La femme de la fête à Écully qui avait ri avant de pouvoir s'arrêter. Cela avait été réel. Je n'avais pas besoin d'en faire une preuve de temps perdu ou un avant et après. Cela avait été réel et c'était fini. Les 2 choses pouvaient être vraies sans exiger un verdict. Je me méfie des leçons parce que les leçons impliquent que la souffrance a un retour sur investissement net, et c'est rarement le cas. Mais il y a quelque chose que je sais maintenant et que je ne savais pas avant. Une personne qui utilise le silence comme une arme fait un pari sur ce que vous avez besoin d'elle. Le pari n'est gagnant que si la supposition est correcte. Le jour où j'ai fait mon sac de sport et découvert que j'avais passé 5 jours à vivre dans une version plus calme et plus gérable de ma propre vie, la supposition a cessé d'être correcte. Le pari a été perdu. Et tout le mécanisme, l'architecture de 6 ans de silence géré et d'excuses prudentes, s'est effondré pour révéler ses véritables fondations, qui n'étaient pas l'amour, mais le rapport de force. Je n'en suis pas en colère. Je l'ai été pendant un temps, puis plus maintenant. Et cet apaisement est constant depuis assez longtemps pour que j'aie confiance en lui. La température d'une pièce vous dit qui la règle. J'avais vécu dans la température de quelqu'un d'autre pendant longtemps. M'ajustant, compensant, gérant le différentiel. Ces jours-ci, la température dans mon appartement est celle que je règle le matin en me levant. D'accord. Voici le fond du problème et pourquoi cela compte réellement pour vous. Les gens parlent des signaux d'alarme comme s'ils étaient évidents. Ils ne le sont pas. Ils apparaissent lentement, déguisés en traits de personnalité, en elle est juste sensible, en c'est comme ça qu'elle gère les choses. Catherine me l'a même dit elle-même, sans scier, qu'elle avait dressé le père de Léa exactement de la même manière, le silence jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Il le faisait toujours. Ce n'est pas une confession, c'est un mode d'emploi qu'on vous tend au cours d'un appel téléphonique comme si c'était tout à fait normal. Le vrai signal d'alarme n'est pas le premier traitement par le silence. Ce sont les excuses que vous avez données pour y mettre fin, parce que c'est le moment où le mode d'emploi est archivé pour la prochaine fois. La leçon, s'il y en a une, c'est celle-ci, les gens qui finissent par vous dire la vérité sur le schéma comportemental de quelqu'un d'autre sont généralement ceux qui ont été brûlés par lui en premier. Remerciez-les. Ils ne trahissent pas la personne qu'ils aiment. Ils ont juste enfin fini de faire semblant.